T'as vu, je commence souvent nos épisodes par une idée, une expérience ou encore un mot qui revient dans les conversations. Et cette fois-ci ne fera pas exception parce qu'on va parler de quelque chose qui m'a marqué dans une conversation que j'ai eue avec des amis. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Où l'une d'elles était vraiment déçue, voire furieuse, parce que sa sœur n'avait pas répondu à son attente, qui selon elle était une attente évidente. Ouais. L'expression qui revenait tout le temps quand elle s'exprimait, c'est en fait, elle aurait dû savoir. Mais en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ce qu'elle tenait pour évident, c'était en fait une représentation très précise qu'elle avait du rôle de la grande sœur. Parce qu'elle était la petite sœur. Ouais, c'est la petite sœur. Et elle se disait que sa grande sœur devait être présente sans qu'elle ait à le demander. Et en fait, elle devait comprendre sans qu'elle ait expliqué. Et elle devait faire sans qu'elle ait à solliciter, quoi. Bien sûr, en fait, elle devait savoir tout simplement. C'est vrai que ce type de décalage-là, je le connais bien parce que c'est lui qui alimente beaucoup de conflits. Tu vois, quand je me dis que l'autre aurait dû savoir, qu'il aurait dû comprendre, qu'il n'aurait pas dû dire ça, qu'il aurait dû agir autrement, en fait, ce que je vis comme une faute de l'autre, comme un manquement de la part de l'autre, ben, c'est juste un écart entre ce que je crois qu'il aurait dû faire et ce que lui pense qu'il avait à faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et autrement dit, c'est un décalage entre ma représentation et la sienne. Et c'est ça qui va créer de la tension. C'est pas le comportement en soi, mais c'est le fait qu'il ne colle pas à l'image que moi j'avais en tête et que peut-être je n'avais jamais exprimé. Oui, et dans les représentations, il n'y a pas seulement ce que j'attends de l'autre. Il y a aussi ce que je me pose à moi-même. Absolument. Par exemple, je peux me dire qu'une bonne amie doit être toujours disponible. Oui. Alors, je vais répondre à tous les messages, dire oui à toutes les invitations. Et ça, même quand je suis épuisée, en fait. Et si un jour je dis non, ben, je finis par culpabiliser. Et si l'autre ne fait pas pareil, je peux moi me sentir blessée ou lui reprocher de ne pas être là pour moi. Ouais. Pourtant, ce n'est pas elle qui attendait ça. Ouais. C'est moi qui ai fabriqué cette attente toute seule. Ouais. Et finalement, c'est ça le cœur du sujet. C'est le fait que les représentations fonctionnent dans les deux directions. Il y a celle que je projette sur les autres, comme quand je crois qu'un collègue devrait comprendre sans que j'explique, et celle que je m'impose à moi-même. Et parfois, les deux ont tendance à se mélanger. Parce que j'attends de l'autre ce que j'exige de moi, et je crois que c'est évident. J'imagine que c'est partagé. Mais c'est ce malentendu-là qui crée des tensions, pas le comportement en lui-même. Et c'est vrai que ça peut être très contraignant ce que tu dis là. Ah, ça me rappelle des discussions assez lointaines, tu vois, quand vous étiez petite, Sarah et toi, et que je rencontrais des mamans, et que beaucoup de jeunes mamans avaient une représentation très précise de leur rôle. Ouais. Tu vois, sous la forme de une bonne mère, c'est quelqu'un qui se dévoue. Alors elle conduit l'un à la danse, l'autre au foot, le troisième au judo. Ensuite, elle rentre, elle va peut-être avoir à récupérer les enfants, à filer en cuisine. Tu vois, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est ce que nous, jeunes mamans, nous avons vu autour de nous. C'est ce que nous avons entendu. C'est aussi ce qui a été valorisé autour de nous. Chez nos mères, chez nos grands-mères, dans la famille, dans l'entourage. La conséquence de tout ça, c'est peut-être que je vais me sentir épuisée. Et doublement épuisée même parce que j'ai pas le sentiment d'avoir eu un retour sur tous les efforts que j'ai fournis. Ouais. Alors je vais ressentir de l'amertume, de la rancœur, nous avons déjà parlé de ça. Et là, soit je continue à me faire subir cette situation, parce que c'est bien moi qui me fait subir cette situation, soit je m'arrête. Je regarde ce que je vis et je réalise en fait que j'en suis l'unique actrice. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut entendre des femmes, puisque là on est en train de parler des mamans, c'est comme ça qu'on peut entendre des femmes dire « à partir de maintenant, je ne m'occupe que de moi ». C'est pas une crise, en fait, c'est une bascule. C'est le moment où je prends conscience de la représentation que j'ai portée pendant des années, et c'est aussi le moment où je commence peut-être à m'en détacher. Et quand tu dis ça, je réalise que même à mon âge, j'en porte déjà plein des représentations. Bien sûr. Sur ce que c'est qu'être une jeune femme, sur comment je dois me présenter, comment je dois parler, comment je dois réagir.
Et parfois, quand je regarde ou quand j'écoute des personnes de mon âge s'exprimer, je me dis, tiens, moi, j'aurais pas osé. Ou au contraire, je me dis, moi, j'aurais fait ça, j'aurais osé, parce que ce sont mes valeurs et ce sont mes repères. Et c'est là que je vois à quel point mes comportements, mes limites, mes audaces, en fait, sont influencées par des représentations que je n'ai pas toujours choisies consciemment. Parfois, je les tiens comme des convictions personnelles, alors qu'elles sont juste héritées, intégrées ou reproduites. Et peut-être d'ailleurs qu'on pourrait donner des exemples de ce qu'est une représentation et de ce qu'elle peut avoir comme limite. Oui, bien sûr. Alors, tu sais, la plupart du temps, on se trimballe des représentations sans même s'en rendre compte. Tu vois, c'est comme cette idée qu'un manager doit avoir réponse à tout, par exemple. Ouais. Si je suis manager et que je porte ça, je ne vais jamais dire « je ne sais pas ». Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je vais me mettre une pression folle pour pouvoir tout maîtriser. Mais si je suis la collaboratrice et que j'ai également cette représentation, c'est-à-dire que le manager doit tout savoir, eh bien je vais attendre de ce manager qu'il me donne toutes les solutions, comme si c'était évident. Je ne vais rien proposer, je ne vais pas contribuer, je ne vais pas prendre de risques en fait. Et si lui, il n'a pas la réponse, je peux même lui en vouloir, tu vois. Ça, c'est une représentation qui va empêcher la contribution. Oui, il y a celle aussi qu'on a sur ce que c'est qu'être une femme. Par exemple, une femme posée n'ose pas le ton. Ah, c'est clair. Et si je crois ça, je vais m'empêcher de m'exprimer trop fort, même si je suis en colère, même si je sens que c'est légitime ce que j'ai à dire. Et je vais finir par me juger moi-même si je commence à m'affirmer. Et si une autre femme parle avec force, je vais peut-être la trouver agressive, alors qu'en vrai... Voire même vulgaire. Ouais, tu vois, alors que finalement, elle fait juste entendre sa voix. Elle fait ce que toi, tu n'oses pas faire. Elle a une autre représentation que la tienne. Ouais. Et la tienne te limite, en fait. Mais tu vois, on peut retrouver ça aussi dans les familles. Il y en a plein. Il y en a une que j'entends souvent, c'est une famille unie passe tout son temps ensemble. Tu vois, c'est plutôt sympa comme ça sur le papier. Mais si je le crois, en fait, si vraiment j'adhère à cette représentation ou que j'en suis la porteuse, je vais peut-être me sentir mal, peut-être culpabilisée dès que je vais avoir besoin d'être seule, tu vois. Ou par exemple, si je décide que je ne vais pas participer à un repas, mais que je vais aller faire un footing à la place, parce que en fait, je sens que j'en ai besoin. Mais je peux aussi le vivre mal si je vois quelqu'un de ma tribu, de ma famille, qui va prendre de la distance. Je vais peut-être le vivre comme un rejet, tu vois. Ouais. Et cette représentation-là, en fait, elle peut très rapidement empêcher de respirer. Elle oublie que l'amour, c'est pas l'amour familial, c'est pas être collés les uns les autres en permanence. Ouais. Tu vois, tu sais, ça me rappelle une femme que j'ai accompagnée un jour et qui me disait souvent, dans cet accompagnement, vous savez, dans la vie, je l'ai bien compris, il faut se battre. Et à un moment donné, après qu'elle l'ait dit plusieurs fois, je dis, vous pourriez dire en fait d'où vous vient cette idée-là, cette valeur que dans votre vie, vous avez à vous battre. Elle a dû réfléchir longuement parce que, en fait, elle s'était jamais posé cette question, évidemment. Et elle a fini par me dire, en fait, c'est ma mère qui me répétait ça tout le temps, que dans la vie, il fallait se battre. Et que dans sa vie à elle, il fallait qu'elle se batte. Et cette personne l'avait intégré vraiment profondément, tu vois, c'était ancré en elle, sans qu'elle n'ait jamais questionné quoi que ce soit, alors qu'en réalité, dans sa vie à elle, aujourd'hui, là, au quotidien, elle n'avait pas du tout à se battre. Et elle reproduisait ce rapport au monde, alors qu'en fait, il n'était plus du tout en phase avec sa réalité, tu vois. Ouais. Donc, quand elle a pu le formuler comme ça, eh bien, ça a ouvert une possibilité de faire autrement et de ne plus être en adversité avec ce monde. Oui, et c'est ça au fond, une représentation. C'est que c'est pas la vérité. Oui. C'est un cadre qui peut nous aider. En tout cas, c'est pas la réalité. Ouais. Il peut nous aider, mais il peut aussi nous enfermer. Ouais. Et en fait, dès qu'on le met en lumière, c'est à ce moment-là qu'on a une chance de choisir. Ouais. On a une chance de se dire, est-ce que cette image me convient encore ? Est-ce qu'elle me sert ou alors est-ce qu'elle me bride ? Ouais. Et tu vois, à force d'en repérer, je me suis aussi demandé s'il y avait des bonnes représentations. Parce que parfois, j'ai aussi des représentations qui me portent, qui me motivent. Des idées auxquelles je tiens fort et qui me font du bien. Heureusement qu'il y en a. Hein. Toutes les représentations ne sont pas des carcans. Certaines, comme tu le dis, sont des appuis, sont des repères, sont des moteurs. Et c'est pas la représentation en soi qui pose problème. C'est
quand elle est inconsciente, quand elle est rigide, ou quand je crois que tout le monde doit la partager sans en avoir parlé. Tu vois, quand je fais cette confusion identitaire là. Ah oui, ben, par exemple, je me dis souvent qu'une bonne équipe, c'est un endroit où on peut parler sans peur. Et ça me pousse alors à créer de la sécurité. Ouais. Tant que j'en suis consciente, ça m'aide. Mais si je commence à attendre ça de tout le monde sans le dire, C'est clair. je transforme une attention en exigence muette. Exactement. Et c'est pareil au travail, où j'ai entendu récemment qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui fait grandir ses équipes. Alors c'est beau, c'est bien dit, mais si je suis manager et que je prends ça au pied de la lettre, ça peut m'épuiser. Ça va t'épuiser, ça c'est sûr. Et si je suis collaboratrice, je peux devenir passive, en attendant que l'autre fasse tout le travail de développement à ma place. Ouais, c'est toute la différence entre une valeur une représentation qui oriente et une injonction en fait qui va t'enfermer. Tant que la représentation, c'est ce que je te disais, tant que la représentation est consciente, qu'elle est souple, qu'elle est partagée, eh ben, elle est contributive. Ouais. Et dès qu'elle devient implicite ou rigide, bah, y a de grandes chances pour qu'elle participe, elle contribue à un truc, mais ça va être une contribution à la dégradation de la relation. Donc c'est pas top, quoi. Finalement, l'enjeu, c'est pas de plus avoir de représentation, C'est pas possible. mais c'est plutôt de savoir lesquels on veut garder et surtout comment on choisit de les partager. Exactement.